Laure Leroy, bonsoir. Et Valentin Ferron, bonsoir. Laure, vous avez donc créé les éditions Zulma en 1991 avec Serge Safran, si je ne m'abuse. Et Valentin Ferron, tu es, tu es, tu t'occupes des relations libraires et de la communication. Merci d'avoir accepté cette invitation déjà. Et on va peut-être commencer par Laure pour peut-être un petit historique de la maison. Comment vous en êtes arrivé tout simplement à être éditrice et à créer une maison aussi puissante, entre guillemets, que Zulma. D'ailleurs, j'ai vu sur le site que vous aviez dit en toute modestie que vous aviez un prix littéraire de temps en temps, ce qui est légèrement faux parce que vous avez quand même obtenu 14 prix littéraires en une douzaine d'années, depuis 2006-2007, même 2002. Pour une maison d'édition indépendante, euh, quasiment un prix par an, je trouve ça quand même très grandiloquent. Ah non, non, c'est bien, mais je parlais des grands prix, je parlais des 5 grands prix. Donc, si on se réfère aux 5 grands prix, évidemment, on a eu le Médicis français, le Médicis étranger, le Féminin, le Renaudot Poche. Voilà, c'est ce que j'ai appelé un prix de temps en temps. Après, il y a d'autres prix comme le prix du roman Fnac, comme le prix des lectrices de L, qui sont aussi des grands prix. Mais quand je dis qu'on a un prix de temps en temps, je pensais au top 5 Ok, très des bien. gros prix C'est- de grands prix littéraires. Maintenant, pour répondre à la question du départ, pardon, euh, moi je crois que j'ai toujours voulu être éditrice dès lors que j'ai compris que ce métier existait. Donc, j'ai fait des études de lettres et de linguistique anglaise. J'ai fait en même temps que mes études des stages dans des maisons d'édition. Et un jour, l'occasion m'a été offerte de créer, de lancer une maison d'édition. Et pendant les 15 premières années, j'ai appris mon métier. En fait, Zulma, c'est une maison que j'ai créée quand j'avais 23 ans. Alors évidemment, j'étais passionnée. Évidemment, euh, la passion fait comprendre et apprendre vite. Mais éditeur, euh, non pas juste éditeur dans une grande maison, mais éditeur au sens publisher et éditeur, ça veut dire être à la fois sur l'éditorial, mais à la fois sur une entreprise et une entreprise de maison d'édition. C'est un métier qui est éminemment complexe. On a plein de problématiques à l'échelle de Zulma qui sont exactement les mêmes problématiques que Hachette ou Gallimard. Sauf que nous, on y est confronté à petite dose, mais toute la, toute la commercialisation du livre, elle est complexe. Toute la, je sais pas, le droit de la propriété littéraire, les contrats, c'est des choses complexes. Et je pense qu'il m'a fallu à peu près 15 ans pour vraiment maîtriser ou avoir le sentiment de maîtriser un peu toute la complexité de ce métier. Au bout de 15 ans, je me suis dit qu'il fallait que je mette en pratique tout ce que j'avais appris et je dois dire que j'avais aussi envie de presque de repartir de zéro et de vraiment de faire table rase et de repartir avec un projet euh, assez différent finalement de ce qui a été fait pendant les 15 premières années. Mais surtout, vous savez, quand on fait et qu'on essaie de s'améliorer en faisant quelque chose, c'est souvent compliqué. Donc il y a un moment, ça peut être bien aussi de remettre tous les compteurs à zéro, de repenser la totalité du métier et de relancer quelque chose qui est la maison d'édition Zulma telle qu'on la connaît aujourd'hui. Par rapport à ces 15 ans, justement, est-ce que vous avez changé, entre guillemets, de ligne éditoriale les 15 premières années et ensuite les 15 autres? Ou au contraire, vous êtes resté fidèle à vous-même et rien n'a changé malgré l'avalanche de prix littéraires? C'est pas les, Parce les, que c'est vrai les, que la coïncidence est plutôt frappante. C'est-à-dire que les 15 premières je années, pense que les prix sont le résultat du travail qui a été fait. C'est-à-dire que pendant 15 ans,
je me suis dit, j'apprends. Donc, je faisais plein de tentatives, plein d'expérimentations, plein de choses différentes pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Mais généralement, les gens qui créent des maisons d'édition, ils ont déjà entre 10 et 20 ans d'expérience dans d'autres maisons. Donc, ils ont eu 10 ou 20 ans pour réfléchir à qu'est-ce que je ferais si je créais une maison d'édition. Et ils arrivent à un moment et ils ont toute cette réflexion qu'ils mettent en pratique. Moi, ces 15 premières années de réflexion, ça a été en live chez Zulma, première version. Et puis, au bout de ce moment, je me suis dit, voilà, quelle est la ligne éditoriale? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je ne garde pas? Comment je relance quelque chose de totalement nouveau? Et c'est vrai que dès lors que j'ai fait ce choix de ligne éditoriale avec cette grande ouverture sur le monde, les littératures du monde entier, avec de la fiction qui soit vraiment un reflet du monde, qui soit plein de la fiction, qui soit pleine d'humanisme, de sensibilité, de liens avec le monde dans lequel on vit, comment dire, avec ce graphisme très reconnaissable et particulier, et très beau de David Pearson, avec aussi l'idée de publier peu de livres pour vraiment pouvoir les choisir et les défendre. Toutes ces petites choses mises bout à bout, avec le poste de relations libraires qu'a repris Valentin aujourd'hui, qu'a repris Valentin il y a quelque temps, mais je veux dire, c'est un poste qui est aujourd'hui paraît comment dire, une évidence qu'une maison doit avoir un poste de relations libraires. Au moment où on a créé ce poste, ce n'était pas une évidence. Tous les éditeurs n'avaient pas de chargé de relations libraires. Tous les éditeurs ne faisaient pas le choix d'un graphisme. L'idée de publier peu de livres pour vraiment les défendre très bien, ce n'est pas non plus une idée qui est si répandue que ça dans l'édition. Et l'idée de s'ouvrir aux littératures du monde entier, d'avoir vraiment un prisme très large où le point commun, c'est la force des textes, l'originalité des textes et le fait que ce soit des textes qui ne sont pas jetables, oubliables ou anecdotiques. Tout ça, c'est l'ensemble de ce dispositif qui, mis ensemble, fait la force de Zulma. Donc, les prix littéraires découlent de ce processus. Est-ce qu'on peut présenter votre équipe, Laure? Vous êtes 5? On est 5. On a Valentin qui s'occupe donc des relations avec les libraires, des relations avec le diffuseur, avec les représentants, qui s'occupe des relations avec l'attaché de presse extérieur et qui s'occupe de toute la communication de la maison. On a, et y compris donc des réseaux sociaux, on a Héloïse et Evelyne qui sont à l'éditorial et à la fabrication. Donc ça va à la fois du choix des textes qu'on publie au travail éditorial avec les auteurs ou les traducteurs et jusqu'à la fabrication du livre. Et Amélie, qui est en charge de tout ce qui est cession et acquisition de droits et toute la comptabilité auteur. Voilà. Stéphanie? Ouais. Oui, alors moi, bonsoir Laure, bonsoir Valentin et bonsoir à tous. Bonsoir. Donc moi, je connais en fait Zulma depuis finalement assez peu de temps, et enfin depuis que je suis sur Instagram en fait. Et, et en fait, la première idée qui m'est venue en voyant ce catalogue extraordinaire de la littérature du monde entier, c'est que vous étiez en quelque sorte comme une exploratrice littéraire, enfin comme quelqu'un qui arpente le monde et qui cherche voilà, des trésors un peu partout dans les différents pays en littérature. Et je me demandais justement, pour vous, au bout de toutes ces années, de tous ces pays que vous avez, dans lesquels vous avez cherché des textes, eh bien, quelle image de la communauté humaine, en fait, vous gardez? Enfin, quels sont les plus beaux trésors que vous avez trouvés dans différents pays? Quels sont vos
vos plus grands éblouissements, si on peut dire? Mais, je vais prendre deux exemples et je voulais aussi faire une remarque préliminaire, c'est-à-dire que aller chercher des trésors de littérature aux quatre coins du monde, c'est à la fois beaucoup plus facile et beaucoup plus difficile que ce que font l'ensemble de mes confrères, parce que c'est plus difficile parce que tous ces trésors s'écrivent dans toutes sortes de langues et donc on n'a pas une approche directe. En même temps, c'est presque plus facile parce que quand on se penche sur la question de qu'en est-il de la littérature soudanaise, qui sont les auteurs soudanais, qui écrit quoi, et bien en fait, comme personne ne s'y est intéressé, c'est comme si on ouvrait une malle au trésor et on n'a plus qu'à se demander quel trésor on préfère. Quel est, dans la littérature soudanaise, l'auteur qui me parle, l'auteur auquel je suis sensible, l'auteur qui fait sens pour moi. Donc cette démarche, et là j'ai le choix. Imaginez que vous soyez un éditeur de la planète Mars et que vous regardiez la littérature française. Allez, on va l'arrêter à la littérature française contemporaine. Et là, vous vous dites, tiens, rien n'a été publié encore sur Mars. Que vais-je publier? Que vais-je choisir? Et donc là, il y a quelque chose de complètement, fabuleux. C'est que, évidemment, la littérature soudanaise est riche. Alors, on a l'impression que c'est pauvre parce qu'on ne connaît pas, ou parce qu'on n'a pas l'impression que c'est pauvre. En fait, on a même l'impression surtout que ça n'existe pas. On n'a même pas l'impression que ça existe. Et donc, dès lors qu'on se penche sur cette question avec notamment les traducteurs, il y a d'un coup un univers de possibilités et la difficulté va être de se dire, bien, qu'est-ce que je choisis? Parce que je ne vais pas d'un coup me transformer en maison d'édition spécialisée en littérature soudanaise. Donc l'exercice consiste à se dire, finalement, parmi ces quelques auteurs que j'ai pu découvrir, lequel fait sens pour moi à titre très personnel en fait, et lequel fait sens auprès d'un public français, qui va pouvoir, qui a une manière de raconter que je trouve tellement différente, tellement belle, tellement forte, tellement originale, et quel est l'auteur dont je pense que je peux le transmettre à un public français. Donc il y a un côté complètement difficile et en même temps complètement facile, totalement jouissif de ces trésors où on se dit, il y a 15 livres là qu'on pourrait vouloir publier, lequel on choisit. Maintenant, ce que je trouve aussi très fascinant, c'est justement cet élargissement du monde, au sens où l'autre exemple qui peut être intéressant, c'est donc l'auteur dont je parlais tout à l'heure, soudanais, c'est Abdelaziz Baraka Sakine, dont on a publié 2 romans, Le Messie du Darfour et Les Django. Et puis l'autre exemple qui est assez fascinant, c'est Vaikom Muhammad Bashir, qui est un auteur du Kerala, donc du sud de l'Inde, et qui écrit en malayalam. Donc le malayalam, en général, personne ne sait même de quoi ça parle, de quoi ça cause. On ne sait pas toujours même où est le Kerala. Donc aller savoir qu'on y parle malayalam, c'est encore un exercice supplémentaire. Sauf qu'au Kerala, il y a 30 millions d'habitants, il y a des universités, il y a des écrivains, il y a des débats culturels, intellectuels. Enfin, il y a tout ce qui fait notre vie en France d'amateurs de littérature existe évidemment au Kerala. Sauf qu'on n'en a absolument aucune idée, aucune notion, et que chaque écrivain va évidemment développer sa voix propre, mais va la développer avec à la fois la littérature mondiale qu'on a tous en partage, et à la fois des spécificités d'une culture plus particulière qui nous est davantage étrangère.
Mais une fois qu'on met la main sur un auteur comme Vaikom Mohamed Bachir, on n'a plus qu'une seule envie, c'est tout publier. Parce que il publiait plein de ses livres, le faire découvrir, parce que c'est un écrivain extraordinaire, parce qu'il est drôle, parce qu'il raconte comme personne le monde. Et ça agrandit véritablement notre perception du monde, non pas comme un territoire de tourisme ou d'exploration touristique, mais comme un territoire de voix, de poésie et de sensibilité. Alors cet agrandissement du monde, on peut l'avoir aussi, et je reviens sur Abdelaziz Barakasakin, quand on a publié son premier roman, Le Messie du Darfour et maintenant Les Django, il y a un truc qui était absolument fascinant, c'est que partout où Abdelaziz allait faire des rencontres en librairie ou dans des festivals, surgissait toute une communauté de Soudanais qui vivent en France, qui sont typiquement, disons, une part invisible de la société française. Et je trouve que donner la visibilité à la littérature qui s'écrit au Soudan, donner la visibilité dans notre espace mental et imaginaire à tout un pays qui est en soi-même un continent, il y avait aussi une réciproque qui était de donner cette visibilité à toute une part de la société française. Isabelle? Bonsoir Laura, bonsoir Valentin, bonsoir à tous. Donc, moi, c'est un peu le contraire. Alors, je pense que moi, je rêvais qu'il y ait un Vlel sur Zulma. C'est vraiment quand j'ai vu ça, j'ai dit, tant pis, il peut se passer n'importe quoi. Je loupe pas ça. Vous êtes une des maisons d'édition, je pense que j'ai le plus lu. Et du coup, effectivement, ce matin, j'ai un peu recensé les livres que j'avais lus de votre maison d'édition et je trouve que c'est super large, en fait, comme choix éditoriaux, parce qu'effectivement, il y a toute cette partie découverte du monde, mais il y a aussi des auteurs français. Moi, je crois que je vous ai découvert au travers de Pascal Garnier, le premier que j'ai lu de chez vous. Donc, là, pour le coup, c'est très français contemporain. Et puis, vous avez, un des derniers que j'ai lu, c'est Joachim Schnerf aussi. Donc, c'est pareil. Du coup, moi, je me suis un peu demandé comment est-ce que vous définissiez, s'il y avait un fil conducteur sur votre ligne éditoriale, parce que c'est super, mais du coup, moi, je ne l'ai pas trouvé, là. Je vous avoue, j'ai eu un peu de mal. Donc, c'était ma première question. Et ma deuxième question, c'est tout bêtement, comment vous avez choisi ce nom d'Ulma? Alors, la première question, je la passerai en deuxième. Ouais. Le nom de Zulma, ça vient d'une amie, la grande amie de toute une vie de Balzac. De Balzac. Bon, mais c'était ma question parce que je me suis dit, est-ce que c'est l'amie de Balzac? Oui. Ouais, voilà. Super. Bon, c'était deux choses. C'était aussi que je ne voulais pas que ce soit mon nom parce que je voulais que ce soit, même si c'est à la fois très personnel et très collectif, Zulma. Et on a mis Moza, le chat de la maison. À la fois très collectif et je voulais que moi aussi je puisse être portée par ce projet et pas avoir juste mon nom sur les couvertures de livres, ce que je trouve pas très drôle. Donc je voulais que ce soit un personnage féminin mais que ce ne soit pas moi. Et donc Zulma, la grande amie de Balzac, je trouvais ça génial. Après, la ligne éditoriale, je pense que ce qu'on va retrouver dans tous nos livres, je vais le dire différemment. Je ne veux publier que des livres que j'aime. Alors, la ligne éditoriale, ça va être tout simplement des livres que j'aime. Mais que j'aime et qui me semblent apporter quelque chose. Dont les écrivains, les auteurs me semblent avoir une voix forte, une voix originale, une voix différente. Alors peut-être que j'aime des choses relativement variées, mais néanmoins, je pense que dans tous les livres, qu'il s'agisse de littérature française ou de littérature étrangère,
on va trouver une forme de sensibilité, une forme d'humanisme, une forme d'engagement au monde et aussi une forme d'engagement à l'imaginaire et à la fiction. Chez Zulma, il y a très peu d'autofiction. Il n'y a pas de... Vous savez, des auteurs qui vont prétendre avoir un non-style ou un style minimaliste. Il y a plutôt des gens qui ont une langue travaillée. Même Pascal Garnier, avec son écriture soi-disant simple, il n'est pas du tout simple. Il y a un réel travail pour obtenir l'ambiance, l'atmosphère de Pascal Garnier. Vous verrez aussi que, par exemple, Pascal Garnier ou Marcus Malt, c'est des auteurs français, certes, c'est des gens qui viennent du roman noir, par exemple. Oui. Je pense que aucun, que ce soit Hubert Haddad, Jean-Marie Belès de Robles, Yahya Bellaskri, en janvier prochain, Ananda Devi dans la collection Poche, les auteurs haïtiens que j'ai pu publier. Aucun de ces auteurs n'est vraiment dans le mainstream de la littérature française, disons, qui domine les médias et les listes de meilleures ventes. Maintenant, la proposition, elle est de dire, moi, je publie des livres qui me semblent importants, qui me touchent, qui m'émeuvent, qui me semblent forts et originaux, des livres dont je me dis que je pourrais encore en parler les 20 prochaines années. Donc, ça peut être un chef-d'œuvre de la littérature ou ça peut être une fantaisie irrésistible, mais ce n'est pas des livres pour juste 5 minutes ou 2 heures de divertissement. C'est des livres dont j'ai envie que les lecteurs aient eux aussi envie de les garder dans leur bibliothèque, de les offrir, qu'ils soient chacun un objet précieux d'une manière ou d'une autre pour tous les lecteurs dont ils vont croiser la route. Après, je pense que l'engagement que je prends, c'est que je ne publie pas des livres et je me dis, mais je fais ça pour faire de l'argent ou je fais ça... non, il n'y aura pas de Christine Angot chez Zulma, je vois le message qui défile. Mais je ne pense pas que chaque lecteur va aimer à 100% tout le catalogue de Zulma. Parce qu'évidemment, on est tous très différents. Mais en revanche, je pense qu'il y a quand même dans le catalogue de Zulma une promesse qui est tenue de livre en livre et qui fait que la maison peut avoir des lecteurs qui lui sont fidèles et qui ont envie de suivre la maison. Cette promesse, elle est importante aussi parce que beaucoup d'auteurs que je publie, notamment en littérature étrangère, sont totalement inconnus au bataillon des lecteurs français. Mais vous pouvez vous dire, c'est chez Zulma, donc je fais confiance, donc je tente l'aventure et je me risque à découvrir cet auteur dont je n'avais jamais entendu parler. C'est exactement ça, ceci dit. Ça marche tout à fait. Elle est là la ligne en fait. Le vrai fond du truc, c'est que normalement, on peut faire confiance à la marque, on peut faire confiance à Zulma et se dire qu'on va découvrir et que ce sera une belle découverte. Jean-Marc ? Oui, bonsoir. Bonsoir Laure et bonsoir Valentin. Comme on le disait tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de faire un petit saut, mais très très rapide cet été à Veules-les-Roses et j'ai adoré le concept. Allez, vous les mettre les villes à la campagne, vous mettez les librairies en bord de mer, c'est absolument fantastique. Moi, rien que ça, j'ai adoré. Mais alors, d'abord, peut-être un petit mot sur cette démarche d'être là où, a priori, on vous attendrait peut-être pas. Et puis, peut-être en complément de la question d'Isabelle, moi, je me demandais justement sur la diversité de ce que vous étudiez, ce que vous éditez, pardon. Comment, de temps en temps, vous êtes amené à trancher entre justement le domaine étranger et la littérature française, où j'imagine que là, vous devez être plutôt sollicité avec
des manuscrits, des choses que vous recevez, alors que dans votre approche étrangère, c'est plutôt la proactivité, vous allez rechercher et vous vous faites plaisir. Comment vous arbitrez ça un peu tous les jours? Voilà, un peu deux questions en une aussi. Alors, pour l'arbitrage, vous savez, je ne fais pas le compte de combien je publie en littérature française ou en littérature étrangère. Je pense que le compte, il est de trouver un livre dont on se dit qu'il faut absolument le publier. Un roman, un manuscrit que je lis, que ce soit une traduction ou pas, si je trouve ça juste bien, c'est pas intéressant. Enfin, je veux dire, c'est un livre qui pourra trouver sa place chez un autre éditeur qui se passionnera pour ce livre. Mais l'idée que ce soit juste de la bonne littérature, que ce soit intéressant, que ce soit un bon auteur, en fait, ça ne suffit pas. C'est tellement trop d'énergie de publier un livre. Donc, le critère, il est très simple. C'est que je me dis que j'en fais une jaunisse si ce n'est pas moi qui publie ce livre. C'est que j'ai envie de parler à tout le monde de ce livre. Et publier un livre, c'est aussi souvent un processus long. Que ce soit des traductions et même les auteurs français, le temps qu'on avance ensemble sur un projet, il peut se passer 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc si mon enthousiasme n'est pas assez fort, il ne va jamais tenir cette durée. Il faut que pendant 3 ans, j'ai envie de publier ce livre et qu'il n'y ait pas un autre livre qui arrive et qui renverse et qui supplante cet enthousiasme. Donc l'enthousiasme doit être fort, la passion doit être vigoureuse pour se faire le choix, prendre la décision de publier tel ou tel livre. Et après, je veux que cette passion puisse se partager et rester vivante dans le temps et dans la durée. Est-ce que je réponds à peu près? Dans la ligne éditoriale, vous n'avez pas d'idée préconçue de dire a priori, je dois avoir telle proportion de Français, telle proportion d'étrangers. Ça peut varier d'une saison à une autre. Ça peut complètement varier. Ça dépend des rencontres et des coups de foudre qui se font. Voilà, je peux avoir un moment où, vous voyez, cette rentrée littéraire, on avait 3 romans français. Et la rentrée littéraire prochaine, on aura 3 romans étrangers. Et en fait, ça dépend de choses. Et je ne veux pas me fixer des impératifs de quotas d'une manière ou d'une autre. Il faut avoir assez de souplesse pour réagir aux propositions qui croisent votre route. Et ça dépend, j'imagine aussi, des auteurs que vous avez déjà publiés, qui republient chez vous, de leur propension à écrire rapidement ou pas, j'imagine. Est-ce qu'il rentre dans ce cadre-là? Bien sûr, de politique d'auteur qui fait que on essaye de trouver aussi pour chaque livre la meilleure place dans le programme et de suivre et d'accompagner chaque auteur dans son travail. Donc, c'est un équilibre à trouver entre le moment où un auteur a fini son roman et le moment où on va pouvoir le publier. On ne peut pas non plus le faire attendre 100 ans. Donc, à la limite, peut-être que parfois, on va pouvoir arbitrer en disant bah, tel auteur, il est mort, il peut attendre 5 minutes. Et tel autre est vivant et on a besoin d'être réactif, on a besoin d'être présent parce qu'on travaille avec des êtres humains, quoi. Il y a une grande part d'amitié aussi dans tout ça. Pour répondre à l'autre question sur Veules les Roses, très brièvement, il se trouve que j'ai une maison à Veules les Roses et que j'y étais pendant le confinement. Et j'étais dans un sentiment, je pense, comme beaucoup d'entre nous, de désarroi et un sentiment d'impuissance et de tout qui me filait entre les doigts. Et je me suis dit que j'avais vraiment besoin de faire quelque chose de très concret et que j'avais besoin de faire quelque chose avec des gens. Et très vite est née l'idée de faire une librairie où on montrerait nos livres, où on les ferait découvrir et de faire ça dans un endroit où on ne s'attend pas à trouver des livres, qui est cette magnifique jardinerie qui est dans le cœur du village à Veules-les-Roses. Et c'était vraiment l'envie de partager quelque chose avec des vrais gens, dans un vrai endroit, dans le vrai monde,
comment dire, de faire Communier. quelque chose de concret, de très concret et d'immédiat. Parler à des gens de nos livres et leur faire découvrir le catalogue. Et on notera que les auteurs morts ont un autre avantage, celui d'être beaucoup moins pénibles, et ce qui est loin d'être négligeable. Amel, c'est à toi. Il faut allumer ton micro. Ton micro. À chaque fois, je me fais avoir et j'oublie de réactiver le son. Alors, désolée pour ce souci technique. Je disais donc, j'avais 2 questions. La première, on a un peu parlé au début de ce Variant les éditions, ce sont les couvertures, parce que vous avez quand même une identité visuelle au niveau des couvertures assez forte. Enfin, je pense que n'importe qui d'entre nous, quand on voit une couverture des éditions Zulma, on sait tout de suite que c'est votre maison d'édition. Mais du coup, je voulais savoir pourquoi ce choix graphique de couverture et aussi comment vous faites pour faire des couvertures qui à la fois se ressemblent mais en même temps sont toujours différentes parce qu'au bout d'un moment, genre, les motifs doivent être quand même assez épuisés de faire tout le temps la même chose, mais pourtant, non, c'est toujours différent. Donc voilà, c'était ma première question. Et la deuxième, je la poserai après. Donc, quand j'ai repensé Zulma au démarrage, je voulais vraiment que nos livres soient des vrais beaux objets en papier. Mais je ne voulais pas que ce soit des objets élitistes, style édition de poésie chez Fata Morgana. C'est très bien que ça existe, mais je voulais que ce soit beau, que ce soit du beau papier imprimé, que ça joue sur cette tradition de l'impression de papier, tout en étant des objets totalement contemporains. Et donc, ça jouait sur presque de l'artisanat d'art, mais sans être de l'élitisme, du recueil de poésie génialissime que 50 personnes vont lire. Je voulais que les livres parlent à des amateurs de littérature qui puissent se dire, tiens, cet objet-là est tellement beau, peut-être que ce qu'il y a dedans pourrait me plaire aussi. Donc, c'était une manière de, on va dire, je sais pas, de publicité directe sur le lieu de vente par l'objet du livre en librairie qui vous fait un signe en vous disant, regardez-moi, je suis tellement beau, tellement différent. Elles sont très sensuelles d'ailleurs. Il y a un côté sensuel dans ces couvertures, un côté attirant où on a envie d'aller vers elles. Ce sont, à mon sens, les seules couvertures de maisons d'édition qui ont ce pouvoir-là. En tout cas, sur moi. Il y a la qualité, il y a aussi la qualité de l'impression qui se fait avec des pantones en ton direct. Il y a la qualité du papier qui est très importante. Il y a les rabats qui donnent une vraie, disons, densité à l'objet et en même temps une souplesse. Donc, je voulais vraiment que ce soit de beaux objets, mais des beaux objets contemporains, pas des beaux objets élitistes. Et en même temps que ça fasse appel à l'histoire de l'édition de littérature, l'histoire du graphisme et du design de couverture. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait appel à David Pearson. Maintenant, c'est vrai que David est assez extraordinaire parce qu'il arrive à renouveler le genre en permanence depuis bientôt 15 ans. Et en revanche, voilà, alors ce que je pouvais aussi dire, c'est que on ne se lasse pas de nos couvertures, on les adore. Chaque livre a sa propre couverture, son propre visuel qui a été imaginé pour ce livre-là en particulier et pas pour un autre. En même temps, depuis cette année, j'ai eu envie de faire ce que j'ai appelé des moments collector. C'est des petits moments où on a un visuel de couverture qui est radicalement différent et qui est des sortes de moments exploratoires. Donc, on l'a fait, je ne sais pas si Valentin peut nous les montrer, avec Valentin a disparu, peut-être qu'il n'est plus là. Je suis là. Mais justement, depuis tout à l'heure, je monte des livres, mais je ne suis pas sûr que vous les voyez bien. On les voit. Ah, voilà.
Et donc, au mois de mars, on a fait une série un roman de la forêt de Vibhuti Bhushan Banerjee et deux poches, donc le Kabuliwala de Tagore et Grand-père avait un éléphant de Vaikom Ramad Bashir. Et vous voyez, les trois sont une couverture qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait d'habitude, sauf que c'est quand même designé à un moment par David Pearson et qu'on a fait appel à une artiste indienne, voilà, pour avoir un truc radicalement différent, mais très beau aussi. On a fait la même chose avec Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer de Dany Laferrière, dont on a publié une édition collector pour les 35 ans du livre, où on a là aussi demandé à un artiste designer, comment dire, un artiste plutôt plasticien brésilien, de nous faire une proposition qui est ensuite retravaillée, réadaptée par David Pearson pour en faire une couverture de livre. Sandra? Oui, bonsoir Laure et Valentin. Je voulais revenir sur l'ouverture, l'élargissement, comme vous dites, au monde. Ça représente beaucoup de langues, j'imagine, différentes dans vos publications. Donc, je voulais en profiter pour parler des traductions avec vous, voir un petit peu comment vous travaillez la traduction, parce qu'on sait ô combien c'est précieux quand on publie, par exemple en France, hein, mais dans un autre pays aussi. Voilà, est-ce que vous travaillez avec les traducteurs peut-être attitrés à certains auteurs? Est-ce que vous avez vous-même vos traducteurs attitrés? Est-ce que voilà, c'est plus souple que ça? Voilà ma question. Donc, on travaille beaucoup avec des traducteurs, mais avec des traducteurs très diversifiés, parce que même si on a une politique d'auteur, je reprends le cas d'Abdelaziz Barakasakin, qui m'a été proposé par Xavier Lufin, son traducteur, et traducteur avec qui j'ai discuté pendant 2 ans avant qu'on trouve vraiment l'auteur avec lequel on allait se lancer. Je continue de publier les livres d'Abdelaziz Barakasakin. Donc là, on vient d'en publier un. Et d'ailleurs, le livre est sur 2 listes de Grand Prix, un Grand Prix de traduction et le Grand Prix du roman arabe. Donc, mais je ne vais pas publier un roman d'Abdelaziz Barakasakin tous les 6 mois. Donc, je ne vais pas travailler avec, et je ne vais pas non plus publier des auteurs arabes soudanais toutes les 5 minutes. Donc, avec Xavier Lufin, on a cette aventure en commun qui est la publication de l'œuvre d'Abdelaziz Barakasakin et pourquoi pas d'un autre auteur à un autre moment. Mais c'est vrai qu'Abdelaziz écrit beaucoup, donc c'est difficile après de ne plus le suivre et on n'a pas forcément la place à ce moment-là de se diversifier. Donc, si vous voulez, c'est avec chaque traducteur, il y a une histoire qui est liée à l'histoire de la publication de l'œuvre de l'auteur. Mais c'est pas, on n'a pas comme un éditeur qui publierait que de la littérature américaine ou que de la littérature chinoise ou chinoise et japonaise ou je sais pas quoi, un petit groupe de traducteurs avec qui on travaille tout le temps puisque chaque langue, chaque domaine culturel va apporter son propre traducteur et un auteur qu'on va suivre de livre en livre et qui reviendra peut-être à un rythme de tous les 2 ou 3 ans. Donc, à chaque fois, c'est toute une aventure qui est lancée avec un traducteur sur un projet d'œuvre d'un roman. Ce qu'on peut dire ensuite, c'est que le fait de publier peu de livres, qui est un choix de la maison, c'est aussi que chaque livre, qu'il s'agisse de littérature française ou de traduction, je veux qu'on puisse se donner le temps de travailler au maximum les textes avec les auteurs ou les traducteurs. Alors le travail avec un auteur français n'est pas du tout du même ordre qu'un travail avec un traducteur, mais avec chacun, je veux qu'on puisse aller au bout
de ce qui peut être un texte le plus abouti. Alors, c'est aussi une traduction, c'est un texte qui est plus volatile parce que c'est une réinterprétation permanente d'un texte original. Donc, il y a évidemment un travail qui est plus fin, plus long, plus dans le détail avec un traducteur qu'avec un auteur français qui, lui, est en train d'inventer un monde. Il n'est pas en train de réinterpréter quelque chose. Le traducteur fait un travail de réinterprétation de quelque chose. Et donc, le travail avec les traducteurs, eh bien, c'est tout un travail qui a d'ailleurs évolué au fil des ans chez Zulma, de comment rendre compte à la fois de l'universalité et de l'étrangeté. Donc, on va par exemple, on va pas mettre plein de notes de bas de page pour vous expliquer ce que c'est qu'un fromager, par exemple. Un fromager, dans un roman de Nia Kwai Parks, c'est un arbre, c'est un grand arbre. Et en fait, on est censé le comprendre à la lecture du livre et on ne va pas mettre plein de notes de bas de page pour expliquer ce que c'est. Donc, il y a aussi toute une démarche, je dirais, postcoloniale de prendre le livre et d'essayer de le vivre et de le restituer du point de vue de l'auteur et non pas forcément du point de vue d'une lecture occidentale qui découvrirait ce monde étrange et exotique. Donc, il faut vraiment se mettre depuis l'intérieur du texte pour essayer de le rendre avec autant de facilité, d'étrangeté et de facilité qu'aurait un lecteur du pays d'origine à lire ce livre. Antoine ? Bon. En effet, la connexion saute. Il m'avait prévenu. Alors, Rita ? Oui. Bonsoir Laure, Valentin, bonsoir à tous. Alors, j'aime beaucoup votre critère de choix concernant les publications, c'est-à-dire adorer tout simplement le récit pour le publier. Et donc, on en déduit aussi que vous avez adoré Mrs. Land, comme nous tous, les avis sont unanimes. Je prends cet exemple parce que les avis sont unanimes et parce que je l'ai adoré. Alors, j'aimerais bien, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Comment avez-vous croisé le chemin de cette merveille et est-ce que vous vous attendiez à un tel succès? Parce qu'il est tout simplement merveilleux, un vrai bijou. Et d'ailleurs, c'est peut-être la couverture qui est aussi derrière vous. Oui. En fait, l'histoire avec Odurava, elle est assez jolie parce que j'ai d'abord reçu une dizaine de pages de traduction en français de Rosa Candida, qui est le premier roman d'Odurava Olavsdottir qu'on a publié en français. Et à l'époque, Odurava n'était pas si connu que ça, même en Islande. Et j'ai lu ces 10-20 pages et je me suis dit, ça ressemble à rien, c'est extraordinaire, je veux absolument publier ce livre. Néanmoins, je m'engage vraiment à publier des livres que j'aime et ça me semblait irresponsable de prendre la décision de publier ce livre sur juste la lecture d'une dizaine de pages. Il se trouve que ce roman était en voie de traduction en anglais, donc j'ai attendu pendant 1 an d'avoir accès au texte anglais pour vraiment lire ce roman d'Odurava et ensuite prendre la décision. Voilà. Après, Rosa Candida, ça a été un succès énorme en France, un succès en France qui a rejailli sur toute l'Europe, voire le monde, et voire même par une sorte d'effet rebond en Islande, où maintenant Odurava est également très très connu, ce qui n'était pas le cas au moment où on a publié
Rosa Candida. Alors après que toutes ces années de travail, de promotion de l'œuvre d'Audur soient couronnées avec Miss Island par le Médicis étranger, bah, ça c'est un bonheur total. Est-ce qu'on peut parler, Laure, de la rentrée littéraire et des titres qui sortent en octobre aussi? Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Alors déjà sur la rentrée, bien sûr, mais... Pour la rentrée littéraire, cette année, on est très littérature française. Il y a un roman qui est une vraie belle découverte, complètement, comment dire, fascinante et émouvante. C'est La Géante de Laurence Vilaine. Donc, c'est son 3e roman. Les 2 premiers étaient parus chez Gaïa. Et c'est l'histoire d'une femme dans la montagne, une femme qui vit au pied d'une montagne qu'elle appelle la Géante et qui a cette vie un peu recluse et en même temps totalement immergée dans la nature. Et la vie de cette femme va être totalement bouleversée par l'arrivée de 2 personnages. Un homme malade qui vient trouver refuge dans ce hameau de montagne et une femme qui est amoureuse de lui et qui va débarquer, si je puis dire, par le biais de lettres, hein, d'abord, qu'elle lui envoie, et ensuite débarquer physiquement dans ce village pour prendre des nouvelles de cet homme qui tend à disparaître sans qu'elle ne comprenne bien pourquoi. C'est une vraie immersion. Je ne sais pas si vous aimez les balades en montagne. Je pense à ces balades en été où on a toutes ces odeurs de toute cette variété d'herbes et de plantes et d'insectes qui bruissent et du soleil qui chauffe, une herbe un peu sèche dont sortent toutes ces odeurs. Si vous aimez tout ça, je suis sûre que vous allez adorer La Géante de Laurence Vilaine. Et moi, en tout cas, j'ai eu un vrai coup de foudre pour ce livre. Donc, j'étais aussi contente parce que c'était un nouvel auteur, une nouvelle autrice qui rejoignait Zulma. Et puis, en même temps, on publie Ce qu'ici bas nous sommes de Jean-Marie Blas de Robles. Alors, Jean-Marie, là, c'est un auteur maison, on ne fait plus maison, puisqu'on travaille ensemble depuis 2008 avec Là où les tigres sont chez eux. Et ça, c'est un roman totalement ovni, complètement désopilant, avec un côté plonk et replonk, un côté des objets extravagants, type manufacture de Saint-Étienne, complètement revisité. C'est l'histoire d'un type à moitié fou, à moitié fou, ou pas fou du tout, on ne sait pas très bien, et qui va nous raconter une aventure qu'il a vécue 40 ans plus tôt. Cette aventure, c'est le jour où il a débarqué dans cette oasis de Zindan en plein désert libyen, oasis qui est comme une sorte de trou noir qui absorbe tout. C'est une oasis dont on ne peut pas sortir, dont on débarque de n'importe où et surtout de n'importe quand. C'est un objet impossible. Moi, ça m'a fait penser dans l'idée, mais je trouve ça beaucoup plus drôle et beaucoup plus passionnant à lire. Ça m'a fait penser un peu à l'encyclopédie Khazar, où on plonge dans un vrai faux récit anthropologique sur une tribu étrange qui vit dans un endroit étrange. Mais en même temps, ça interroge sur la folie, ça interroge sur l'altérité et ça interroge sur cette force de la littérature à inventer de toutes pièces des mondes et des mondes imaginaires. Donc ça, c'est le livre Total OVNI qui était à la fois très drôle et très compliqué à mettre en œuvre parce qu'il y a des dessins partout, tous ces collages complètement
délirant de Jean-Marie Blas de Robles. Donc à la fois, c'est un vrai roman et en même temps, c'est un livre qu'on peut feuilleter dans tous les sens et aller picorer totalement dans le désordre. Et à chaque fois, c'est complètement invraisemblable. Enfin, je sais pas, c'est drôle, c'est surprenant, c'est complètement surréaliste. Voilà, ça, c'est le livre ovni total pour les amateurs d'ovni et d'étrangeté littéraire. Et puis, on a toujours en littérature française, j'en ai parlé quelques instants, je l'ai évoqué tout à l'heure, l'édition collector de Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer, qui est paru donc, de Dany Laferrière, dont c'est le 35e anniversaire. Donc ça, c'est un livre totalement mythique. Donc j'ai déjà publié 5 ou 6 romans de Dany Laferrière. Et c'était un peu le jackpot de pouvoir rééditer Comment faire l'amour, parce que c'est un roman qui est paru il y a 35 ans et qui est toujours aussi drôle, aussi incisif et aussi d'actualité. Qu'on le mette en regard de l'actualité des Black Lives Matter, qu'on le mette en regard de l'actualité MeToo ou en regard je sais pas, des élections américaines et du confinement, parce que finalement, c'est l'histoire d'un mec qui est dans sa chambre et qui attend que l'amour et le sexe viennent à lui. C'est un roman qui, évidemment, a fait scandale et qui, en même temps, est toujours une sorte de choc de son titre. En même temps, c'est un roman qui est bien plus sur la littérature que simplement le sexe ou le racisme, comme on pourrait vouloir le croire. En tout cas, ce serait vraiment une manière très rétrécie de considérer le type. Le texte, c'est vraiment ce type qui veut écrire et qui en même temps s'interroge sur plein de choses. Donc ça, c'est à lire aussi absolument. Et en octobre... Alors Laure, pardon, par rapport à ce titre, justement, je suis obligé de rebondir sur la polémique Agatha Christie. Est-ce que vous avez été embêté sur ce titre à un moment donné, même si c'est une republication? Comment s'est passée cette publication en septembre? Il n'y a absolument aucun problème avec ce titre. D'abord, je vais vous dire que Dany Laferrière est haïtien et en Haïti, le nègre, c'est dans la constitution haïtienne. Tout homme, toute femme est un bon nègre ou une bonne négresse. Ce n'est pas une question de couleur de peau. En créole haïtien, c'est quasiment l'équivalent d'un homme ou d'une femme, un nègre ou une négresse. Donc, il n'y a absolument pas le côté péjoratif qu'il y a, disons, si on prend le même mot du côté francophone ou anglophone, enfin français ou américain. Et puis, le livre est justement aussi une interrogation de ces questions de racisme et d'enfermement des gens dans une couleur de peau et dans des mythologies racistes. Il interroge évidemment tout ça. Donc le mot nègre est totalement nécessaire dans le titre et je ne vois pas comment il pourrait en bouger. Mais le livre est très très drôle. Il y a, je ne sais pas, une scène où il nous raconte je sais pas, le fantasme de la fille blanche qui pense qu'elle va coucher avec un grand beau noir qui sera forcément un athlète du sexe et que peut-être que si elle s'endort dans ses bras, le lendemain matin, elle va se retrouver en boubou à pied du mille dans un paysage subsaharien. Donc, il y a tous ces fantasmes qui sont brassés dans tous les sens et le mot nègre est le lieu de ces fantasmes qui sont justement de ces fantasmes, de ces clichés que le roman, en grande part, interroge. Nous sommes bien d'accord. C'est la même question que Agatha Christie. Bien sûr. Et c'est ce qu'Alain Mabankou disait également récemment. Il avait exactement les mêmes propos que vous. Et je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus. On va peut-être faire une photo avant que vous partiez, Laure. Je crois que... Non, mais je voulais quand même vous dire un mot de 2 autres livres. Oui, bien sûr, bien sûr. Ah, bien sûr, avec grand plaisir.
Début octobre sort un roman brésilien qui s'appelle La mort et le météore. Alors, je ne sais pas, je vous ai déjà dit qu'ils étaient tous indispensables, mais celui-là, il est super, super indispensable. Et c'est très, très drôle, très caustique là aussi. Et c'est l'histoire d'une sorte d'aventurier au Brésil aujourd'hui qui, à cause de tout un truc de culpabilité qu'on découvrira plus tard, veut absolument sauver les 40 derniers membres d'une tribu amazonienne en voie d'extinction. Et donc, il fait des pieds et des mains pour ramener ces 40 personnes quelque part où ils trouveraient une sorte d'asile écologique parce que l'Amazonie est en train de disparaître. Et donc, toute leur culture va disparaître avec l'Amazonie. Et donc, il faut les sauver. Et ce sauvetage va aller de mal en pis, du début à la fin, jusqu'à une sorte d'explosion intergalactique. C'est éminemment drôle, farfelu, profond, magnifiquement écrit et merveilleusement traduit du portugais par Dominique Nedelec. Donc ça, La mort et le météore, c'est dans quelques jours. Et puis, on n'a pas évoqué du tout, mais c'est normal, on a dit beaucoup de choses, la collection d'essais qu'on a lancée depuis un an chez Zulma. Donc, on a commencé avec la pensée écologique de Timothy Morton, le dictionnaire des émotions, enfin diverses choses. Et au mois d'octobre, le 15 octobre, sort un livre de plus de 800 pages qui s'appelle L'âge du capitalisme de surveillance. Et alors, c'est un livre, une enquête totalement édifiante dans l'univers de l'économie Internet et qui nous montre à quel point tout ce qui se passe avec les géants du web, c'est pas juste de la petite surveillance à la petite semaine, c'est aussi une métamorphose totalement monstrueuse du capitalisme où on est surveillé, oui, mais pour qui et pourquoi et quels sont les ressorts cachés de ce nouveau capitalisme. Et ouais, c'est absolument effrayant et en même temps, c'est une lecture totalement nécessaire. Elle ne donne pas forcément des listes et des listes de solutions, mais c'est vraiment une enquête de Shoshana Zuboff pour nous dire si on ne comprend pas sur quoi repose cette nouvelle économie de la surveillance, on ne pourra pas lutter contre elle. Et il ne s'agit pas non plus seulement de lutter avec les mauvaises armes, les lois antitrust ou les lois juste de protection de la vie privée. Ce n'est pas du tout des armes suffisantes pour lutter contre cette énorme machinerie qui, en plus, est une vraie atteinte grave et profonde au libre arbitre des individus et à la démocratie en général. Donc un livre fortement engagé. Justement, Voilà. par rapport à ça, vous avez quand même une ligne éditoriale quand même qui est très puissante et très ouverte. Et alors là, on ouvre encore un pan encore plus fort avec les essais. C'était une volonté de votre part dès le début ou ça s'est travaillé au fil du temps? Est-ce que vous aviez envie aussi d'avoir un engagement personnel chez Zulma? Alors, je vais vous dire, nos couvertures qui sont très jolies, les gens souvent me disent « Ah, Zulma, c'est formidable, c'est une sorte de magasin de sucreries. » Je pense que nos livres sont quand même autre chose qu'un assortiment de sucreries, aussi coloré soit-il. Et on peut tout à fait... Alors, chez Zulma, il y a toute une ligne de romans d'humour, il y a toute une ligne de romans sensibles, il y a toute une ligne de romans très engagés. Je pourrais presque faire, c'est un peu la boutade, mais je peux presque faire une sous-collection de nos auteurs en prison. Donc,
Il y a entre ceux qui ont passé des années en prison, ceux dont les livres ont été brûlés sur la place publique, ceux qui sont en asile politique, entre Friday de l'auteur tamoul, Anthony Tassan, Jésus Tassan, qui était presque enfant de soldat chez les Tigres tamouls, Abdelaziz Barakasakin, dont les livres ont été brûlés, Aung Suu Kyi, qui a passé 7-8 ans en prison, à Beni Barbache, qui a été un des fondateurs de la paix maintenant en Israël. On a un ensemble d'auteurs très engagés, mais ce n'est pas dit de manière agressive ou de manière, disons, aussi faciale. Je trouve que la fiction reste le meilleur moyen de parler du monde. Mais des fois, on a envie d'avoir un langage plus direct. Et ce langage plus direct, plus cash, plus rentre-dedans, c'est les essais, où on a cette même démarche d'aller chercher des penseurs qui ont une philosophie et une recherche qui n'est pas forcément dans le mainstream de la recherche universitaire ou intellectuelle française, et qui apportent complètement autre chose au débat d'idées. Et par rapport à ça, Shoshana Zuboff est professeure à Harvard, mais comment dire, votre choix, en tout cas, qui est quand même très rare, de publier un essai, est-ce que c'est quelque chose que vous allez développer davantage, ou est-ce qu'au contraire, ce sera ponctuel, et là, vous vous fixez peut-être un quota pour éviter de tomber trop dans les essais? Et la deuxième question, est-ce que ça se lit comme un roman, ou est-ce qu'au contraire, c'est un ouvrage, celui-là, en tout cas, plus historique et plus universitaire, entre guillemets? Alors justement, moi, ma formation, elle n'est pas du tout sciences humaines, sciences sociales ou universitaires. Ce que je voulais, c'était des essais qui se lisent, qui soient lisibles par le commun des mortels, qui soient intelligents, qui soient vivants, qui soient bien écrits et qui soient, comment dire, à la fois documentés et, j'allais dire, rentre dedans. Des livres complètement vivants, c'est-à-dire que vous pouvez lire tous les essais qu'on a publiés. Comment dire, on a publié en début d'année Le mur et la porte de Michael Svard, qui nous raconte 50 ans de lutte d'avocats israéliens pour les droits des Palestiniens. Pour la petite histoire, moi je suis fan, comme tout le monde, je regarde des séries. J'ai regardé tout The Good Wife en entier, donc les 25 épisodes des 45 saisons, je ne sais plus, j'ai honte. Mais je lis Michael Svard comme je regarde The Good Wife, avec autant de passion et d'addiction, parce que c'est passionnant, parce que ça se lit comme un feuilleton, parce qu'on a des épisodes, parce que c'est vivant, c'est en prise avec la vie. Donc, oui, c'est documenté, oui, c'est hyper sérieux, mais non, c'est pas chiant 2 secondes. Et aucun des livres qu'on a publiés jusqu'à présent n'est une simple réflexion universitaire, c'est vraiment une démarche vivante, engagée, passionnée, qui fait que, et qui n'est pas... on ne fait pas un exercice d'esbrouf, de citation, et vas-y que je te cite, et Deleuze, et Bourdieu, et je ne sais pas qui. Oui, ça fait partie de la culture, mais on peut très bien comprendre et être intelligent sans avoir une formation philosophique ou une formation universitaire, quelle qu'elle soit. On est des personnes intelligentes et l'auteur doit être assez intelligent pour pouvoir nous parler et parler à tout le monde de toutes sortes de sujets. Donc, que ce soit Timothy Morton sur l'écologie, Michael Svard sur la justice à l'œuvre ou l'injustice en Israël, que ce soit le dictionnaire des émotions de Tiffany Watt-Smith ou l'âge de la colère de Pankaj Mishra, pour finir avec Shoshana Zuboff, c'est des gens qui sont hyper compétents, hyper pointus dans leur domaine,
qui ont en plus une pensée totalement originale, mais qui savent nous raconter tout ça de manière excessivement vivante. On achète. Et si Laure, vous pouvez encore rester un petit peu ou... 2-3 minutes là. Oui, est-ce qu'on pourrait peut-être parler des poches, tout simplement, parce que vous êtes une des rares maisons d'édition indépendantes à avoir une collection poche qui est très très belle et très inventive. Vous sortez régulièrement les livres plusieurs années après, rarement d'année en année, il me semble. Quelle est votre politique par rapport à ça? Pourquoi avoir choisi de ne pas confier vos livres et de les garder au sein de la maison, ce qu'on considère comme une très bonne chose à mon sens, mais beaucoup de maisons d'édition font le choix inverse. Écoutez, le choix de céder un livre à un éditeur poche extérieur, en général, c'est un choix financier à la petite semaine. C'est-à-dire que l'éditeur extérieur va vous acheter les droits de ce livre, on va faire 5 minutes, on va faire du cash en vendant les droits. Mais je trouve qu'on perd complètement l'identité de la maison et je trouve que nos auteurs, en général, sont assez singuliers pour mériter un accompagnement qui est singulier. Si je prends le cas de Zoya Pirzad, par exemple, cette romancière iranienne dont on a publié 4 ou 5 livres, chez Zulma, elle est hyper adulée, hyper suivie, elle a un vrai lectorat, on met ses livres au livre de poche, elle disparaît dans la masse. Pascal Garnier, qui a toujours très bien marché chez Zulma, n'a jamais marché chez les autres éditeurs de poche. Donc, il y a un truc qui se fait, je ne saurais pas dire où exactement, qui fait qu'il y a une identité entre un univers, un auteur et Zulma. Et je pense que c'est dommage de faire cette espèce d'opération de cash rapide en vendant les livres à d'autres éditeurs. Je pense que le poche, c'est au contraire une dynamique très forte pour réussir à faire découvrir l'ensemble du catalogue à d'autres lecteurs qui ne sont pas forcément des acheteurs de grand format. Ce que je trouve aussi magnifique dans la collection, c'est non seulement d'avoir cette deuxième vie de livres qu'on a publiés en grand format, mais c'est aussi de pouvoir aller chercher chez d'autres éditeurs à droite à gauche des trésors qui ont été perdus, oubliés ou à l'abandon chez d'autres éditeurs. Donc c'est ce qu'on fait avec par exemple EPP de Ferenc Carinti. C'est un roman totalement cultissime. On l'a acheté les droits à De Noël et c'était un livre qui n'était pas en poche. Voilà. Allez savoir pourquoi ce livre n'était pas en poche, Mystère et boule de gomme. Le fait est que chez Zulma, c'est magnifique. Donc, je vois quelqu'un qui parle du garçon de Marcus Malt en folio. Oui, de temps en temps, il y a une sorte de compromis qui me fait mal au cœur, qui fait qu'un livre sort en folio. Mais tout ce que je peux pour l'éviter, je le fais. Mais néanmoins, une entreprise comme Zulma, même si c'est une petite maison d'édition indépendante, a quand même un peu les moyens de ne pas avoir un point de vue financier au jour le jour. Un auteur, eh bien, c'est une personne qui mange tous les jours. Et c'est vrai que l'apport de cash d'une cession de droit à un autre éditeur peut être quelque chose d'important pour un auteur qui n'aura pas forcément le temps d'attendre que le même nombre d'exemplaires soit vendu chez Zulma. Ça va prendre plus de temps, mais je pense que ce sera plus stable, plus long, plus durable en restant chez Zulma qu'en allant ailleurs. Mais voilà, la temporalité n'est pas la même. Notamment, sûrement, après une période de confinement qui n'a pas dû être simple. Ce qui peut peut-être également changer la donne pour les éditeurs indépendants pour la cession de droits de poche, j'imagine. Non. Non. Confinement ou pas confinement,
on reste avec nos bases solides. Tant mieux. On milite pour cela. On va peut-être faire une petite photo de groupe qu'on a l'habitude de faire. Voilà, sortez vos exemplaires. 3, 2, 1. Parfait. Et la deuxième. Ok, c'est bon, merci. Laure, on a été ravis d'être avec vous. On vous libère. Je sais que vous devez partir. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Écoutez, peut-être une prochaine fois avec un auteur. On en a parlé avec Valentin également. Valentin qui va continuer avec nous et qui va passer sous le grill des questions. Donc voilà, Laure, merci beaucoup et à très vite, j'espère. Merci à vous et merci, ça me faisait plaisir de vous voir. Et puis merci de toutes ces questions très vivantes. Et voilà, je veux dire, on a aussi besoin de nos lecteurs, on a besoin on a besoin de fidélité, on a besoin de confiance. Et donc merci. Merci à vous. Bye. Au revoir, Laure. Jean-Marc, tu avais une question? Oui, ben, ça fera peut-être justement un lien avec Valentin, ça tombe bien, sur les relations justement que vous entretenez avec les libraires. On a entendu toute la diversité justement du catalogue. J'imagine que ce n'est pas simple. Et alors, également, Laure, à plusieurs reprises, a employé le mot mainstream en disant que justement Zulma, c'était tout sauf ça. Et en même temps, on sait comment fonctionnent les librairies. Alors, j'imagine qu'il y en a certaines qui vous suivent depuis très, très longtemps, avec des libraires qui ont compris et qui ont suivi la démarche. Et puis d'autres, notamment avec le turnover, avec l'évolution du monde de la librairie, où c'est plus compliqué de mettre des livres comme les vôtres en avant, de trouver des places justement adaptées dans des cases que sont maintenant un peu le système des librairies. Est-ce que ce n'est pas un peu frustrant pour vous de temps en temps, agaçant de voir ou ne pas voir vos livres là où vous voudriez qu'ils soient? Vous m'entendez? Oui. Ok. Oui, bah c'est sûr que c'est frustrant d'aller en librairie et puis de voir parfois des livres qu'on défend ardemment toute la journée, que ce soit avec des libraires, avec des blogueurs, avec les journalistes. C'est vrai que c'est parfois frustrant de ne pas les voir sur la table, mais c'est surtout, et là je vais voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, c'est surtout toujours une grande joie de voir les livres en pile sur une table, de recevoir par mail un coup de cœur d'un libraire qui dit qu'il a adoré le livre et qu'il veut vraiment vouloir rencontrer l'auteur et donc déclencher tout un événement, finalement, toute une mobilisation autour d'un livre. Et ça se fait parfois, c'est des rencontres finalement, des rencontres de lecture avec une personne qui va, sans forcément nous connaître, découvrir vraiment un roman et puis voilà, tomber totalement sous le charme. Donc voilà, vous avez des libraires qui ont adoré La Somme de nos folies, d'autres qui sont des ardents défenseur de Jean-Marie Blas de Roblès. Et ça s'apprend au fur et à mesure en parlant beaucoup avec les gens, en prenant le temps de leur écrire, de leur téléphoner, de passer les voir. Et puis, en fait, c'est vraiment dans tout ce flot de sorties de la rentrée littéraire, par exemple, on est là avec nous, chez Zulma, avec 3 ouvrages finalement. Et donc, les grosses pointures qui ont vraiment des gros papiers dans la presse, ou qui ont vraiment une dimension médiatique hyper importante. Et nous, l'idée, ça va être de vraiment les convaincre, et surtout de la qualité du texte que nous, on porte. Par exemple, je sais que pour certains libraires, le nouveau roman de Jean-Marie Blas de Roblès, c'est quelque chose d'assez difficile à aborder, puisque c'est plein d'érudition, plein d'humour, c'est un livre qu'ils n'ont pas l'habitude de voir et de tenir. C'est pas de la littérature blanche comme on peut l'entendre, mais c'est justement leur montrer que c'est ce côté atypique, drôle, totalement fou de Jean-Marie Blas de Roblès, et
cet amour de l'imagination qu'ils peuvent découvrir dans ces pages. Et donc, leur dire que c'est ce livre-là qui va vraiment voilà, leur tomber dans les mains et surtout qu'ils ne lâcheront pas et ne s'empêcheront pas de pouvoir en parler à leurs clients, aux autres libraires. Et donc, c'est comme ça, c'est toujours une discussion avant tout. Et puis, surtout, l'envie de porter un livre qui m'a plu, moi. Et comme je suis souvent convaincu voire presque tout le temps convaincu par le catalogue que je travaille, et bien voilà, c'est une espèce de discussion, pas une partie d'échecs, mais voilà, vous avez à convaincre des gens qui vont lire plus de 500 livres. Donc, pour certains, enfin, qui en reçoivent une quantité industrielle, salut Laure, et qui voilà, sont vraiment à convaincre, mais surtout, une fois qu'ils sont convaincus, peuvent vraiment porter le livre. Stéphanie? Oui, alors moi j'avais une question sur les manuscrits qui arrivent chez Zulma. En fait, quel est leur destin? Quel est le processus? Comment ça se passe? Est-ce que toi, Valentin, tu participes aussi à la lecture? Est-ce que tu fais partie du comité de lecture? Et donc, voilà, est-ce que c'est des relectures ensemble? Enfin, comment ça se passe? Ok. Chez Zulma, comme vous l'avez compris tout à l'heure, on est une toute petite équipe, ce qui fait qu'on ne va pas tous lire les manuscrits. C'est principalement Laure qui va vraiment prendre ce travail à bras-le-corps. Maintenant, elle est épaulée par Evelyne Lagrange, puisque c'est vrai qu'avec les succès de la maison, sa visibilité en librairie, les gens vont avoir de plus en plus tendance à envoyer des manuscrits, ce qui fait qu'on en reçoit beaucoup. Mais en tout cas, chez Zulma, c'est pour ça que parfois, il peut y avoir un certain temps avant de recevoir une réponse, mais on se donne vraiment à cœur de donner sa chance à chaque manuscrit reçu. Chaque manuscrit qui peut arriver par la poste est susceptible de pouvoir plaire à Laure, puisque on fonctionne vraiment au coup de cœur ici. C'est-à-dire que c'est aussi ce qui fait l'éclectisme des titres que l'on a. Et donc, on a vraiment cette volonté de défendre, de donner sa chance à chaque manuscrit et aussi de donner une réponse à chaque personne qui, dans une certaine manière, nous accorde leur confiance en nous envoyant le manuscrit. Et sinon, non, je ne fais pas partie du comité de lecture, puisque, comme je vous ai dit, c'est vraiment Laure et Evelyne qui vraiment vont lire et découvrir les manuscrits. C'est énorme de ce qui arrive. Pardon, excuse-moi. Vas-y, Stéphanie, vas-y. Oui, j'imagine que comme Zulma, c'est quand même une maison qui est reconnue. Je ne sais pas la proportion des manuscrits qui arrivent par jour ou par semaine, mais j'imagine que c'est quand même énorme. Et donc, c'est Laure qui, toute seule, ouvre tous ces textes et se fait une sélection peut-être à partir des premières pages. Oui, c'est ça. C'est surtout une découverte des premières pages et puis surtout souvent même plus en profondeur pour quand vous savez, la lecture, c'est un petit peu comme un coup de foudre. Vous le voyez vous-même en tant que lecteur. Vous allez, par exemple, en librairie, vous allez regarder les premières pages et vous allez voir tout de suite si vous avez une affinité avec le style de l'auteur, avec ce qu'il propose. Et dans le processus de lecture de Laure, d'Evelyne, c'est vraiment garder en tête ce qui fait l'identité de Zulma, mais en même temps donner sa chance aussi à des textes qui, vous voyez, je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu Là où les tigres sont chez eux, de Jean-Marie Baz de Robles, mais c'est le livre qui avait reçu le prix Médicis en 2008, et ce livre-là est arrivé par la poste. Donc c'est vraiment une possibilité de vraiment rencontrer un auteur qui maintenant fait vraiment partie de la maison depuis 12 ans. Manon? Oui, bonsoir Valentin, bonsoir à tous.
J'avais une petite question concernant le confinement, justement. Est-ce que vous avez décalé des publications c'est le chien, hein, excusez-moi. Est-ce que vous avez décalé les publications ou pas? Est-ce qu'il y a des publications qui ont été reportées en 2021? Anthony rigole pas. Oui, voilà. Est-ce que vous avez décalé, du coup, à cause du confinement, vous avez dû décaler des publications En fait, le confinement, comme beaucoup de secteurs d'entreprise, finalement, a été particulièrement bouleversé par le confinement. La chaîne du livre a vraiment été paralysée, ce qui fait qu'on a dû forcément, comme beaucoup d'autres éditeurs, retravailler un peu notre programme. Ce qui fait que, par exemple, le livre La mort et le météore, dont on vous a parlé tout à l'heure, était initialement prévu à la rentrée littéraire, donc à la sortie, je ne sais plus trop quand, le 20 août, et il se retrouve décalé malheureusement au 1er octobre. Mais c'est aussi notre manière de pouvoir lui donner sa chance. Mais c'est sûr que le confinement, même s'il ne nous a pas impacté, n'a pas vraiment impacté notre programmation, parce qu'on on publie peu finalement, ça a quand même eu des conséquences sur toute la chaîne du livre, que ce soit chez l'éditeur, chez le distributeur, chez le diffuseur et les libraires. Sandra, en essayant de ne pas faire un bruit particulier cette fois. Je vais tenter. Mais sait-on jamais, sait-on jamais. Je vais essayer d'être à la hauteur de Manon, peut-être, on va voir. Oui, Valentin, même si vous publiez peu, malgré tout, après toutes ces années quand même longues, je ne me rends pas compte en fait de la quantité véritablement du catalogue de Zulma. Est-ce que vous avez une idée du nombre de titres et puis de la proportion étrangers et français aussi? Là, la proportion français-étranger, je n'arriverai pas forcément à vous donner les chiffres tout de suite là de tête, mais en tout cas, on est à près de 220 références depuis 2006. Voilà, c'est en fait les personnes qui sont venues à la librairie éphémère des éditions Zulma à Veules-les-Roses ont pu, il y a quelques photos d'ailleurs sur les réseaux sociaux pour vous donner un petit peu finalement la masse que ça représente. C'était, je dirais, une salle de 50 mètres carrés, peut-être pas 50, mais une trentaine de mètres carrés, et c'était quand même bien rempli, avec quand même une plus grosse proportion de littérature étrangère, ça c'est certain. En termes de pourcentage, j'aurais peur de dire des bêtises, mais oui, on est à près de 220 références. Juste pour compléter sur ma question, il y a plus ou moins d'étrangers ou de Français, en fait, je ne me rends pas compte. Disons qu'en termes de... Il y a plus d'auteurs étrangers, mais en fait, chez les auteurs français, je pense par exemple à Jean-Marie Blaise de Robles, Hubert Haddad, Pascal Garnier, Marcus Malt, notamment. Vous avez là un vrai suivi, c'est-à-dire plusieurs livres, vraiment. Par exemple, Jean-Marie Blaise de Robles, on est à 6 titres de cet auteur, alors que chez certains auteurs étrangers, on est à peut-être 1 ou 2 titres. Stéphanie? Oui, moi je voudrais savoir si vous arrivez à mesurer l'impact des réseaux sociaux sur sur les achats de livres Zulma. Est-ce que pour vous, le partenariat avec des blogueurs, les Instagrammeurs, c'est vraiment quelque chose qui compte? Est-ce que vous l'avez vraiment intégré complètement dans votre politique, ou bien est-ce que c'est encore... je sais que vous donnez des services presse assez régulièrement, mais est-ce que ça s'est vraiment généralisé? Est-ce que vous arrivez à en mesurer les effets? En mesurer les effets en termes de vente, en fait, c'est un petit peu compliqué, puisque quand vous allez acheter vos livres, c'est chez des libraires notamment.
ou alors pour certains sur des sites sur Internet, ou alors vous passez même au numérique pour d'autres. Et donc là, c'est un petit peu difficile de voir concrètement si le suivi, enfin, si les blogueurs ont un réel impact dans la vente d'un livre. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que c'est généralement, en fait, quand il y a un succès en librairie, généralement, on va retrouver aussi ce succès-là chez les blogueurs. Je pense que, en fait, c'est deux choses, c'est deux univers différents, la librairie et les blogueurs. Mais je pense que c'est important que vous, comme les libraires, ayez accès aux services de presse parce que finalement, vous êtes des intermédiaires. C'est-à-dire que vous êtes des gens à qui on peut parler. Tout à l'heure, je répondais à la question sur les libraires où moi, je vais en librairie et je vais, par exemple, leur raconter l'histoire d'un livre, leur donner en main propre et créer une sorte de relation comme ça avec le libraire. Je pense que je fonctionne pareil avec les blogueurs. Dans la même optique, c'est-à-dire de créer un dialogue avec bien sûr le but que la personne en parle. On ne va pas se mentir, quand je vais parler à un libraire, c'est aussi pour que le libraire en parle autour de lui. Et donc, c'est deux vitrines différentes. Vous avez la vitrine, on va dire, physique de la librairie où les gens passent, mais on sait tous l'importance maintenant qu'ont pris les réseaux sociaux dans nos vies de tous les jours. Et finalement, l'univers Bookstagram, c'est en fait des vitrines démultipliées. Et par exemple, je pense à Miss Island, qui a eu un écho vraiment incroyable sur les réseaux sociaux. Pour moi, depuis que je suis chez Zulma et donc que j'ai vraiment repris les relations avec les blogueurs, c'est peut-être la plus grosse réussite sur Bookstagram, enfin sur Instagram. Et que ce soit dans le prix Bookstagram du roman étranger qui l'a couronné, et aussi chez des blogueurs qui parfois ne connaissent pas Zulma, n'ont pas encore franchi le pas justement parce que je me souviens très bien d'une blogueuse qui disait « Ah mais Zulma, c'est pas vraiment pour moi, ça me paraît, c'est pas mon style de lecture ». Et nous, chez Zulma, on lui a dit « Mais enfin, Zulma, ça peut autant te plaire que ce que tu lis ». Et donc, comme on a un catalogue vraiment varié, on peut parler à beaucoup de blogueurs. Et si, pour ne pas perdre le fil de la question, peut-être que ça ne se concrétise pas forcément dans les ventes, dans le sens où je ne peux pas avoir des données chiffrées. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que quelqu'un qui va prendre le temps d'écrire une chronique sur un blog et qui donc va communiquer avec d'autres personnes derrière leurs écrans et attirer leur attention sur un titre. Par exemple, je sais que nous, les Django de Baraka Sakin, c'est pas forcément le titre qui va attirer spontanément quelqu'un en librairie. C'est de la littérature traduite de l'arabe. Donc les lecteurs, bonjour. J'espère que tu liras du Zulma bientôt. Qui va pas forcément être attiré par ce type de littérature, mais peut-être que voir ce livre-là enflammer vraiment le cœur d'un blogueur, peut-être que cette personne va se dire « Allez, je vais chez mon libraire et je vais l'acheter ce livre ». Et c'est ça le côté, plus que données chiffrées, c'est le côté relationnel qui se crée, quoi. Puisque moi, en tant que Valentin de chez Zulma, je reconnais pas mal de vos visages et je suis content de vous voir et de pouvoir parler régulièrement avec vous de ce qu'on fait. Et je sais que de votre côté, vous avez vraiment cette curiosité-là de vouloir le découvrir, de le lire, parler de ce titre et aussi voilà, cette diversité d'intérêts aussi qu'on peut retrouver en librairie où on est un peu là pour le coup seul face au livre. Là, c'est vraiment des relations qui se créent. Jean-Marc, pardon. Je m'éraille. Valentin, je pense que Zulma, c'est vraiment un éditeur de fond, c'est-à-dire que vous
n'êtes pas dans des coups de rentrée. Enfin, les rentrées, vous les prenez parce qu'elles viennent, mais ce n'est pas trop votre fonctionnement. Et le fonds se vend bien et régulièrement dans la durée. On a entendu tout à l'heure que Laure nous disait que, en gros, vous n'aviez pas de problème d'argent. Hein. Elle n'avait pas besoin de faire du cash et que tout allait bien. Je plaisante, mais elle a dû le dire quand même. Est-ce que ça veut dire que vous arrivez quand même à investir dans des tirages assez conséquents et assez importants, justement, pour jouer la carte du fonds dans la durée? Oui. Ça dépend des livres. Mais grosso modo, je pense que le tirage, qu'on essaye de tirer au minimum à 2000 exemplaires, et puis parfois ça peut monter à plus. De tête, le dernier roman de Jean-Marie Vaz-de-Robles, qui s'appelle Nous sommes, je crois qu'en la première impression, ça devait être 6000 ou 7000 exemplaires. Et après, bon, il y a des cas un peu particuliers. Je pense à... Je suis désolé, j'ai fait une pile de livres autour de moi là et je ne le trouve plus alors qu'il est... C'est comme l'arbre qui cache la forêt. Je pense à ce livre-là qui vient de recevoir justement le prix L'Or Bataillon de la traduction, qui est un projet, quoi. C'est vraiment, vous voyez l'épaisseur du livre, et puis c'est... disons que ce n'est pas de la littérature qu'on a l'habitude de croiser, c'est vraiment un auteur qui voilà, va se faire intercroiser les niveaux de narration. Vous avez une première histoire qui est interrompue par une deuxième, des récits mis en abîme les uns dans les autres, avec si bien que quand on a des changements de narrateur, je ne suis pas certain que vous allez bien le voir. Hop, juste là, vous voyez 2 chiffres ici. Et en fait, ça indique le passage d'un narrateur à un autre, et donc d'un récit à un autre étage. Et donc ça, c'est des propositions qui sont, disons, assez osées, et c'est sûr que ce n'est pas des livres sur lesquels on va compter beaucoup de ventes et donc des gros tirages. Voilà. Rita? Oui, alors Valentin, effectivement, tu nous as parlé de pas mal de livres et on a envie de tous les lire. Tu les vends tellement bien en plus. Mais si si on doit commencer par Chiral 3, quels seraient ces coups de cœur que tu nous conseillerais Alors, je vous avoue que je me suis levé ce matin. J'allais dire 1, mais je me suis dit peut-être 3, c'est mieux. Oui, c'est bien, merci. Parce que je me suis dit que la question allait forcément tomber ce soir et que c'est compliqué quand même d'avoir des vrais coups de cœur, parce que on les aime tous, mais forcément il y en a quelques-uns qui vont ressortir. Je vous demande juste 2 secondes histoire d'aller les chercher et je vous les montre. Tu racontes une histoire, Fabrice, pendant ce temps-là? Ben voilà, les livres sont juste à côté. Ça sera peut-être pas 3 si on a le temps, mais 4. Alors, pour la petite histoire, moi, je suis arrivé chez Zulma l'année dernière, donc au début de l'année dernière. Et avant ça, je connaissais un petit peu Zulma, mais pas tant que ça. C'est vraiment dans mon parcours étudiant que j'ai rencontré Zulma, on va dire. Et le livre qui m'a dit tu feras un stage chez Zulma et qui après m'a fait me dire que je voulais vraiment travailler pour cette maison d'édition, dans cette maison d'édition, c'est Le Garçon de Marcus Malt. Marcus Malt, il est surtout connu pour des récits des romans noirs, du polar. Et avec Le Garçon, il arrive dans une espèce de récit d'un roman qu'on peut peut-être rapprocher de la littérature blanche, mais c'est
formidable d'humanisme et de poésie. En fait, ça raconte, donc c'est un roman d'initiation, on va dire, avec un jeune garçon qui vit reclus avec sa mère, perdu dans une forêt au début du XXe siècle, loin de toute civilisation, si bien qu'il ne se parle même pas avec des mots. Et très vite, au début du roman, peut-être 2-3 pages, pour ne pas dire la première page, la mère meurt et le jeune garçon qui doit, s'il a 10 ans, 11, à tout casser, se retrouve tout seul, sans parler, et donc avec ce besoin qu'il a de survivre finalement. Et il se décide de quitter la forêt pour se trouver de quoi se nourrir, et il va se retrouver peu à peu embarqué dans cet étrange monde qui est le début du XXe siècle en France, avec à la fois des villages très, très ruraux, très fermés à l'étranger, et donc avec la méfiance qu'ont les habitants les uns envers les autres. Ensuite, il va se retrouver avec une espèce d'ogre géant qui travaille dans des cirques, et puis il va se retrouver dans un village où il va être hébergé par un médecin et sa fille, et puis va naître la découverte de la littérature, de l'amour passionnel, de ce qu'est être un jeune homme finalement. Et puis, bien sûr, dans tout ça, cette petite vie qui fait son petit bout de chemin, qui se promène comme ça dans la France du début du XXe siècle, va se retrouver confrontée aux horreurs du XXe siècle, c'est-à-dire à l'histoire avec un grand H, et donc à des pages, moi, que j'ai trouvées mémorables sur la Première Guerre mondiale, et ensuite la grippe espagnole, voilà. Et ce qui est très fort dans ce roman, c'est que vous avez vraiment la toile du récit, donc la narration, de l'avancée du narrateur et ses rencontres. Et les chapitres sont souvent entrecoupés de grandes listes, de grands événements où l'histoire, ressort comme ça. Et vous allez, par exemple, avoir un chapitre sur quel personnage historique, par exemple le duc de je ne sais où en Autriche va rencontrer Machine en Italie, et donc toutes ces histoires de noblesse qui viennent un petit peu de manière presque surréaliste en fait, imprégner, surgir dans l'histoire de ce petit garçon, de ce garçon qui va grandir et découvrir à la fois ce qu'est être l'humain et l'amour. Vous voulez que je passe tout de suite au deuxième, peut-être, ou que je mette le lien, vous me dites. Non, vous voulez le lien comme tu veux, Valentin. Oui. Ouais, je vous mets le lien vite fait et après je passe au suivant. Parfait. Hop. Voilà, donc ça c'est le lien du garçon. Ensuite, alors j'ai un petit jeu avec ma collègue Héloïse. Et c'est peut-être le livre qui m'a le plus surpris chez Zulma, qui m'a le plus embarqué dans quelque chose de à la fois surréaliste, fantastique, fantasy, et en même temps un vrai traité de géopolitique, comment gouverner un royaume, bon sang, quand on doit le garder en sécurité pour son jeune prince. Eh bien, c'est Théodose le Petit, de l'auteur roumain Răzvan Radulescu. Et c'est pour moi ma petite pépite. Pour tout vous dire, quand on est sur un salon avec ma collègue Héloïse, on se donne vraiment le challenge de celui qui arrivera le plus à convaincre les gens qui viennent nous voir à découvrir ce livre. Parce que déjà, c'est de la littérature roumaine, donc ça peut parfois effrayer les lecteurs qui ne sont pas habitués à franchir parfois un cap, de découvrir vraiment une littérature qui n'est pas tant que ça représentée en France. Et Théodose le Petit, c'est l'histoire d'un jeune prince, dans un royaume qui représente grosso modo une Roumanie un petit peu simplifiée. Je ne sais pas. Ici, pour vous dire à quel point j'aime ce livre, j'ai imprimé la carte qui est présente et qui représente vraiment le royaume. Et donc Théodose est un petit prince qui est amené un jour à régner sur ce royaume.
ce royaume-là est suite à une sorte de crise de pouvoir en attendant que le petit prince puisse prendre lui-même les rênes du pays. Il est encerclé par le domaine d'une chouette qui cultive des fraises. Voilà, une grande chouette, Calliope. Et il y a aussi un taureau, une espèce de minotaure, qui lui va complètement avoir des grandes récoltes de champignons. Entre ça, il y a la grande ville avec tous les habitants. Et puis, il y a à la frontière un lac bien profond où règne le Silure. Et puis, au-delà du lac, près des montagnes, vous avez l'infâme comte Otto, si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est ça, qui lui est vraiment fou et ne pense qu'à une chose à part inventer des instruments de torture, c'est s'emparer du pouvoir. Et donc, vous avez une espèce de roman d'aventure qui va se mettre en place, puisque en fait, Théodose est conseillé par un personnage qui est le chat-chien, donc à la fois chat, à la fois chien, et qui est vraiment, qui a pour but dans sa vie de vraiment maintenir le royaume et voilà, permettre à Théodose de monter sur le trône. Et donc, voilà, ça va être tout un récit de cap et d'épée où Théodose va se retrouver enlevé par le Silure qui, voilà, lui, quand il sort de son lac, c'est porté en aquarium. Et donc, c'est plein de fantaisies comme ça, où vous avez à la fois de l'espionnage, à la fois de l'aventure, à la fois cap et d'épée. Et c'est passionnant. Et en même temps, ça donne beaucoup de choses, ça dit beaucoup de choses de la Roumanie. On a perdu des gens, je crois. D'accord. Si vous voulez, je vous mets le lien également. Comme ça, je passe au suivant. Hop. Donc là, c'est Théodose le Petit. Et si vous êtes attiré, par exemple, par Alice au Pays des Merveilles ou d'autres romans qui peuvent un petit peu se rapprocher de ça, on a vraiment cette douce folie dans l'univers et ce charme fou de la poésie et de l'imaginaire. Et en même temps, vous avez plusieurs niveaux de lecture qui est assez incroyable. Et le troisième, ça serait By the Rivers of Babylon de Kay Miller, qui est un auteur jamaïcain avec une traduction mais que moi je trouve vraiment de Nathalie Carré, qui est absolument géniale et qui, voilà, on se retrouve dans la Jamaïque à Kingston, donc la grande ville de Jamaïque, dans la communauté Rastafari. Et le roman commence sur une grand-mère aveugle qui est en train de fumer son pétard, comme tout bon Rasta doit le faire, et qui sent à l'odeur son petit-fils venir. Mais par contre, elle sait qu'il n'a pas l'odeur qu'il a habituellement, donc elle est très vite convaincue. Elle est très vite convaincue que quelque chose s'est passé, qu'un problème, qu'une catastrophe va se produire, que ça y est, là, c'est le début d'une espèce d'apocalypse à Kingston. Et en fait, son petit-fils qui arrive près d'elle et qu'elle prend sur ses genoux, s'est fait couper les dreads. Et donc, c'est un crime. Déjà, c'est un scandale absolu pour un Rastafari de couper ses dreads. Mais alors que quelqu'un coupe les dreads du Rastafari, c'est comme si vous pouviez dire la plus grande insulte à quelqu'un, quoi. Et on va se retrouver embarqué dans cette journée où plusieurs personnages vont se croiser, plusieurs strates sociales finalement vont se croiser, à la fois voilà, la richesse blanche de Kingston, le professeur d'école de ce petit garçon où le petit garçon s'est fait couper les dreads, et à la fois une espèce de réalisme magique avec un prêtre qui est totalement voilà, pris dans son délire de croyance, si bien qu'il dit qu'il a des pouvoirs magiques, qu'il peut s'élever dans le ciel. Et donc, vous allez avoir peu à peu une sauce un peu de révolte et de conflit qui va
qui va monter dans le livre et une tension qui nous prend et qui fait qu'on tourne les pages au fur et à mesure. Donc c'est vraiment un très très beau roman et à la fois qui a voilà, ce désir de parler d'une région du monde qu'on ne connaît pas et en même temps d'embarquer dans quelque chose de ce qu'il y a de plus universel, c'est-à-dire voilà, le romanesque au sens strict, quoi. Et mon quatrième, ma petite cerise sur le gâteau, certains ont peut-être déjà lu, c'est Le Clou de Jiang Weizhan, qui est paru à la rentrée dernière, la rentrée littéraire de l'été dernier, donc en 2019. Et Jiang Weizhan, c'est une auteure chinoise qui commence à vraiment avoir du succès en Chine et qui voilà, a été pris dans le roman Le Clou, donc c'est Le Clou. Dans Le Clou, elle est vraiment, comment dire, veut vraiment prendre à bras le corps le problème en fait de l'histoire en Chine. C'est-à-dire de cette jeune génération qui est vraiment dans une société qui va à 2000 à l'heure ou qui ne prend même plus le recul de penser à ce qu'ont vécu leurs grands-parents pendant la révolution culturelle. Donc, à la louche, il y a seulement 50 ans, quoi. Et donc, cette jeune génération qui a complètement oublié qu'avant le pouvoir politique qui est en place, il y avait la Chine avec sa culture, ses opinions politiques divergentes, son histoire. Et Le Clou a cela de fascinant qu'il va retracer en fait sur 3 générations, 2 familles, un drame qui s'est produit entre en fait voilà, pour être plus clair et pas vous perdre, on va commencer par on va découvrir en fait 2 jeunes gens qui se sont perdus de vue depuis des années, qui étaient amis pendant leur enfance. Et on sent d'office, dès qu'ils se rendent compte que quelque chose de terrible s'est passé entre leurs 2 familles. Et Jiang Weizhan va amener avec une forme de tension et une poésie vraiment incroyable qui va emmener le lecteur sur les chemins chinois, sentir les odeurs des plats, et puis même à la rencontre de ces habitants, de ces gens qui y vivent. À travers les pages, cette tension et tout ça, on veut vraiment savoir ce qui s'est passé entre ces 2 familles. Et donc, remonter le temps un petit peu au fur et à mesure sur ces drames de la révolution culturelle et voilà, découvrir à travers une plume magnifique l'histoire de la Chine. Voilà. Et le lien. Et le lien, oui. Moi, je suis d'accord. Les 3 générations, c'est incroyable comme elle arrive à... Au début, on ne sait pas trop où elle veut, comment. Enfin, on sait qu'il s'est passé quelque chose, on ne sait pas trop quoi, et tout converge. À un moment donné, il est génial ce bouquin. Merci d'avoir lu. Bien. Merci Valentin pour ces 4 coups de cœur que certains ne connaissaient pas, j'imagine. Notamment le deuxième, L'auteur roumain. Je n'avais jamais entendu parler de ce livre. Donc c'est quelque chose à remédier. Très bien, très bien. C'est ton chouchou. Bah oui, parce que je pense qu'on est tous encore un petit peu, on a tous encore en nous cette petite partie à la fois enfantine qui fait qu'on est captivé par ces espèces de contes voilà, qu'on nous racontait avec, par exemple, tout le monde, beaucoup de gens sont attirés par Alice au Pays des Merveilles, par exemple, de découvrir vraiment toute la magie de cet univers. Et puis maintenant, que nous sommes tous adultes ici, on a ce recul, cette capacité d'avoir lu des choses qui fait que, on est capable de voir toutes les strates qui peuvent se mettre, en fait, tous les niveaux de lecture, toutes les lectures possibles qu'un roman porte en lui. Merci Valentin. Alors, s'il n'y a plus de questions, on va se quitter avec regret. On aurait pu rester encore quelques minutes. Merci Valentin et merci encore à Laure. Merci encore à Laure que tu remercieras vivement de ma part. Merci à tout le monde et puis peut-être à très vite Valentin avec un auteur ou une autrice. On en parlera plus tard, mais pourquoi pas. Oui, tout à fait. Avec plaisir. Voilà. Merci à tous. Merci Valentin. Bonne soirée. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne soirée. Tout le monde. Merci encore. Soirée. Merci beaucoup, bonne soirée. À bientôt. Salut. Ciao.